Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur ce troisième live Facebook de la Fondation Eczéma, spécial confinement. Vous avez été nombreux à regarder les deux premiers lives sur le thème des mains et comment gérer les soins pendant cette période. Ce soir, nous allons parler du stress et des émotions. Pour nous accompagner ce soir, nous accueillons le docteur Jean-Marc Chavigny. Vous êtes dermatologue à Nantes. Bonsoir. Bonsoir. Et Sylvie Coé, vous êtes psychologue dans le service de dermatologie de l'hôpital Larrey à Toulouse. Bonsoir. Bonsoir. Tous les deux, vous intervenez dans des ateliers d'éducation thérapeutique au sein des écoles de l'atopie, dans les services de dermatologie. Vous appartenez au GET, le groupe d'éducation thérapeutique en dermatologie. Vous pouvez retrouver la liste de ces programmes d'éducation thérapeutique sur le site internet de la Fondation. Et bien sûr, nous retrouvons Fanny Santenac. Bonsoir Fanny. Bonsoir. Fanny, vous êtes patiente experte, vous avez suivi vous aussi une formation en éducation thérapeutique et vous avez un blog qui s'appelle Dans ma peau. Tout au long de ces lives, vous animez, Fanny, la discussion avec nos intervenants. Vous en profitez pour reformuler parfois, on ne comprend pas tout le temps très précisément. Donc, merci pour cette aide précieuse. Et vous apportez votre point de vue aussi, votre expérience de patiente. Pour vous qui nous suivez, vous pouvez bien sûr interagir en posant vos questions, en commentant le live pour que nos experts puissent répondre à vos questions. Et donc, c'est parti pour 45 minutes. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu court pour traiter ce thème, mais on va aborder les grandes lignes. Et en cette fin d'après-midi de confinement, donc Fanny, j'ai envie de vous poser une question. Qu'est-ce que vous constatez, vous, par rapport à vos émotions? Est-ce qu'elles ont un impact sur votre eczéma de façon générale et puis plus précisément pendant ce confinement? Est-ce que le stress lié au confinement vous a impacté? Alors, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Effectivement, moi, je rappelle que je suis patiente et qu'aujourd'hui, ça va être l'occasion de confier un peu plus mon histoire, puisqu'on parle du côté de l'aspect psy et moral de cette maladie, de la dermatite atopique, de l'eczéma. Donc, oui, moi, très jeune, j'ai pu constater qu'il y avait un lien fort entre les émotions que je pouvais traverser et leurs conséquences sur l'état de ma peau. Après, c'est difficile de savoir qui de l'œuf ou de la poule. Est-ce que c'est parce que je stresse que j'ai de l'eczéma ou est-ce que c'est parce que j'ai de l'eczéma que je stresse? Je pense que les deux sont vrais. Nos experts vont pouvoir nous aider à démêler la question. Et puis, cette période du confinement est évidemment une période propice à se poser plein de questions et à être dans une certaine inquiétude sur le moment présent, la gestion de sa peau maintenant. Ça, on a pu le traiter dans les deux précédents lives, mais aussi sur l'après-confinement. Donc, c'est peut-être un peu les thèmes qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, moi, pour me confier un peu sur mon histoire, moi, j'ai de l'eczéma atopique depuis que j'ai 2 mois, une forme assez sévère et j'ai un terrain atopique assez costaud puisque je ne fais pas que de l'eczéma, je fais aussi un asthme sévère, donc qui en cette période forcément me fait devenir une personne à risque face à cette pandémie. J'ai une grosse rhinite allergique, conjonctivite allergique et puis un certain nombre d'allergies qu'on ne compte plus. Donc, comme peut-être beaucoup qui nous écoutent aujourd'hui, j'ai traversé des épisodes très graves avec une forme très sévère de dermatite atopique, avec plusieurs surinfections, avec des hospitalisations. Comme beaucoup de ceux qui nous écoutent, je pense, j'ai été désespérée de ne jamais trouver une forme de soulagement dans ma douleur et dans mes crises. J'étais sur les dernières années en crise permanente. J'avais tout essayé, cure thermale, puvathérapie, immunosuppresseurs, que des mots barbares pour dire que j'ai essayé plein de choses, mais qui ont plus ou moins fonctionné, en tout cas qui ne m'ont pas aidé à atteindre un équilibre. Et ce n'est que très récemment, il y a 3 ans, en rencontrant ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire des ateliers où on échange justement avec des professionnels sur le fonctionnement de notre peau, que j'ai pu mieux comprendre comment fonctionnait ma peau et comment du coup mieux la traiter. Et cette écoute, la bienveillance que j'ai pu rencontrer, donc me concernant, c'était au CHU de Toulouse à l'arrêt. Ça m'a réconciliée avec le milieu médical avec qui j'étais un peu en perte de confiance et ça m'a aidé à travailler aussi sur
tout ce qui gravite autour de l'eczéma, c'est-à-dire c'est pas que la manifestation de ce problème de peau, c'est aussi notre état moral et psychique. Donc peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez m'aider, Sylvie, pour savoir qui de l'œuf ou de la poule? Est-ce que c'est parce que je suis une grande stressée de la vie que j'ai de l'eczéma, ou est-ce que il n'y a pas forcément de lien entre les deux? Alors déjà, je pense que c'est important. Merci Fanny de cette présentation voilà, je pense, tu mets des mots sur énormément de difficultés que les patients rencontrent. C'est vrai on fait souvent un lien entre le stress et l'eczéma. Il y a quelque chose qui est vraiment important à entendre, c'est que le stress n'est pas à l'origine de l'eczéma. Le docteur Chavini nous en reparlera tout à l'heure, mais, euh, mais c'est vraiment important d'entendre ça. Le stress n'est pas à l'origine de l'eczéma. Le stress, on va le définir très brièvement ensemble, c'est une réaction de l'organisme à une agression, à un choc physique ou nerveux. Et l'eczéma, c'est une pathologie très difficile à vivre. C'est une pathologie affichante qui handicape gravement, parfois le quotidien. On en parlait tout à l'heure, j'entendais effectivement voilà, les changements de température, l'adaptation professionnelle parfois, tout ça, c'est extrêmement difficile à vivre. Donc finalement, les patients qui ont un eczéma atopique vivent un stress constant. Donc effectivement, ce que j'entends est extrêmement important. Le stress n'est pas à l'origine de l'eczéma, mais l'aggrave. Donc c'est très important, on le rappelle parce qu'on l'a dit aussi dans les autres lives qu'on a fait, de comprendre que l'eczéma, la dermatite atopique, en tout cas cette forme d'eczéma, elle a de multiples origines et il n'y a pas une cause, un coupable à chercher. Et ce coupable n'est certainement pas le stress. Par contre, le stress contribue à l'état de santé. C'est ce que vous, dans votre jargon, vous appelez les facteurs aggravants, c'est-à-dire les choses qui peuvent aggraver l'état de la peau. Mais c'est vrai qu'on entend beaucoup quand même ce discours de vous avez de l'eczéma parce que vous êtes stressé, etc. Et moi, je me bagarre tout le temps en disant, mais enfin, vous êtes stressé aussi, vous n'avez pas d'eczéma. Donc, c'est quand même dur quand on est déjà affligé, entre guillemets, de cette maladie chronique. Déjà, c'est dur d'accepter le côté chronique de la chose, c'est-à-dire que c'est là pour toujours et qu'on ne s'en débarrassera pas comme ça et que ça sera par rémission, par poussée, etc. Mais on peut trouver parfaitement un équilibre. C'est juste long et on va peut-être donner quelques éléments aujourd'hui qui peuvent aider à trouver un équilibre. Mais c'est important de savoir que ce n'est pas la cause. Alors, il y a déjà une maman qui réagit sur notre live et qui dit voilà, qu'elle est la maman d'un petit garçon de 10 ans qui a le même chemin que moi et qui est très nerveux, très anxieux. Alors, Angélique, on peut vous rassurer, on s'en sort quand même et ça ne va pas l'empêcher de trouver un équilibre et on va justement, avec les experts aujourd'hui, essayer de vous accompagner pour que vous puissiez trouver des ressources pour aider votre petit garçon. Mais voilà, imaginez bien, moi, pour l'avoir expérimenté dans ma chair, que vivre une maladie comme ça, forcément, c'est difficile. Première chose qu'on avait envie de dire à travers ce live, c'était dire que on n'est pas seul face à cette maladie, que souvent on se renferme sur soi, parce que vous l'avez dit Sylvie, c'est une maladie affichante, donc qui se voit, on est soumis au regard des autres, etc. Donc socialement, ça peut être très difficile. Donc première chose à savoir, moi je le sais pour l'avoir vécu aussi, c'est que petit à petit on se referme parce qu'on trouve plus, on se renferme sur soi parce qu'on ne trouve plus d'interlocuteur de confiance à part un entourage très proche. Voilà, peut-être vous avez des ressources pour nous aider là-dessus, pour savoir comment aller trouver de l'aide pour ne pas se sentir seul face à ces pathologies-là. C'est vraiment important. C'est vrai qu'on a ce sentiment de solitude qui est très prégnant chez les patients qui ont une dermatite atopique. Mais ce sentiment de solitude, c'est important d'en parler. On y reviendra un petit peu tout à l'heure quand on parlera du sentiment de culpabilité et de cette culpabilité. On y reviendra. Mais c'est vraiment important de réussir à dire voilà ce que je ressens au fond de moi, d'aller chercher ces émotions, d'identifier au mieux ce qui se passe en soi. C'est-à-dire, est-ce que finalement, ce que je ressens là actuellement, c'est de la solitude? Est-ce que je ressens de la honte? Est-ce que je ressens justement une difficulté à m'intégrer socialement? Est-ce que professionnellement, cette pathologie m'empêche de m'épanouir ou en tout cas de m'accomplir comme je le souhaiterais?
Il y a quelque chose qui est très important, puisque c'est vrai qu'on fait ce live dans une situation très particulière de confinement. Donc la question de la solidarité est extrêmement importante. Donc on a vu de nombreuses personnes proposer leur aide voilà, pour distribuer les courses. Il faut savoir aussi qu'il y a des dispositifs d'appel qui ont été mis en place euh, pour de nombreux patients. Donc, c'est notamment, je pense, aux cellules d'urgence médico-psychologiques. Euh, on y reviendra un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est important d'entendre que si effectivement on n'est pas bien psychologiquement, donc quand j'entends la question si on a du mal à dormir ou si on a des difficultés à s'alimenter ou des troubles de l'humeur, c'est important de pouvoir réussir à identifier ça pour aller mieux, pour se dire effectivement je sais ce qui se passe en moi et ce qui se passe en moi est vraiment trop difficile actuellement pour retrouver cet équilibre et aller mieux. Il n'y a pas de honte à aller consulter un psychologue. Et alors, moi, pendant longtemps, je les ai fuis parce qu'on me disait que mon état psychologique était à l'origine de ma pathologie et j'étais convaincue que non. Par contre, depuis, j'ai compris que forcément, ça contribue. Il y a effectivement, on le disait, hein, mais pas seulement pour les psys, mais pour les dermatos aussi. Il ne faut pas que ce confinement soit un obstacle à se soigner. Vous continuez évidemment les traitements. Les dermatologues, les psychologues sont joignables, soit en consultation en visio, soit en présentiel. Hein, ils consultent encore. Donc, il ne faut pas hésiter à se manifester. Hein. Oui, il y a cette crise sanitaire majeure, mais ce n'est pas pour autant qu'on en oublie les autres pathologies. Jean-Marc, peut-être vous avez un mot à nous dire sur ce lien entre l'eczéma et le stress? Oui, bonsoir à tous. Je vais revenir sur la poule. Donc c'est vrai que c'est important de comprendre ça parce que c'est les gens qui ont de l'eczéma, ils le vivent, c'est-à-dire qu'ils voient bien que quand ça va pas, leur eczéma a tendance à s'aggraver et que plus ils vont mal, moins ils vont bien, quoi, au niveau psychologique. Donc il y a un vrai cercle vicieux. Alors néanmoins, il y a quand même eu des explications un peu scientifiques à tout ça, c'est-à-dire que la cause de l'eczéma, on la connaît, c'est un problème génétique d'étanchéité de la peau. Et donc, tout ce qui est psychologique n'est pas la cause de l'eczéma. Ça, c'est vraiment un point super important. Après, il y a des facteurs qu'on appelle les facteurs aggravants, comme vous l'avez dit, qui vont pouvoir aggraver ou diminuer l'eczéma, un peu comme un variateur de lumière. Et donc, ces facteurs aggravants, ils sont multiples. On peut les ranger dans des cases. Hein, globalement, il y en a 5. Il y a les irritants, c'est-à-dire que l'eau du robinet, la pollution, les savons, les vêtements. Il y a les allergies, hein, donc les acariens, le chat, les aliments pour certains. Il y a tout le côté émotionnel, hein, donc tout ce côté psychologique qui évidemment peut aggraver l'eczéma. Il y a aussi les microbes, hein, donc dans ces bonnes périodes. Hein, on sait très bien qu'un enfant qui fait un impétigo, une varicelle, il peut avoir une poussée d'eczéma derrière. Et le cinquième, c'est l'eczéma, parce que l'eczéma, plus on a d'eczéma, plus la peau perd son étanchéité, plus ça rentre, moins on va bien, et il y a un cercle vicieux. Donc alors peut-être, excusez-moi Jean-Marc, peut-être c'est très important là qu'on rappelle aux gens qui peuvent aller voir le deuxième live, le live numéro 2, où on avait le docteur Magali Bourrel qui expliquait vraiment le fonctionnement de la peau atopique pour comprendre comment ça marche. Et là, vous évoquez donc 5 facteurs aggravants, 5 choses qui peuvent aggraver la peau. Les irritants, donc ça c'est important de les connaître et de les repérer. Les allergies, donc ce que je disais, moi j'ai une longue liste et c'est important de les identifier pour pouvoir les évincer au maximum. Et les émotions, et ça c'est notre thématique du jour, les microbes, parce que cette peau fragilisée peut être un terrain propice à une infection microbienne, etc. Et puis même si on contracte d'autres maladies, il peut y avoir des conséquences sur la peau ensuite. Et l'eczéma, parce que c'est un cercle vicieux, parce que plus on a d'eczéma, plus on a d'eczéma. Voilà. Donc, je vous relance. Ça va agir comme un variateur. Hein, et donc, on comprend bien que on peut facilement multiplier par 10, par 100 son eczéma ou le diminuer. Hein. Et donc, ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Donc, le côté psychologique, c'est un des facteurs aggravants, mais ce n'est pas l'ensemble de la maladie. Hein, et il y a des tableaux extrêmement différents. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être plutôt bien dans leur basket et très, très allergiques, et des gens qui vont être peu allergiques et très, très mal dans leur basket, et puis ça va être des pourcentages qui vont être différents. Mais il n'y a ni causalité des émotions, ni
l'entièreté du problème qu'on pourrait résumer à ça, quoi. Mais c'est un constat. Angélique, qui continue à dialoguer avec nous, nous dit c'est exactement ça. Nous, on a remarqué que notre fils, à chaque frustration, il s'énerve et il se gratte. Oui, donc ça c'est un point extrêmement important. Donc ça, on a même démontré en fait que les nerfs déclenchaient les démangeaisons. C'est-à-dire que de la même façon que quelqu'un qui est stressé, qui n'a pas d'eczéma, va pouvoir avoir les mains moites en 1 seconde. Une émotion peut déclencher des démangeaisons en 1 seconde chez un patient atopique. Il y a un lien direct entre le cerveau et les émotions et la peau. Je crois qu'il y a un autre point qui est extrêmement important quand on parle des émotions, c'est parce que ça paraît facile comme ça, bah oui, on me dit que je suis stressé, mais qu'est-ce que je fais de tout ça? Donc il y a quand même un préalable à vouloir vivre avec ces émotions. Alors déjà, quand on parle d'émotions, l'idée n'a jamais été de les supprimer. On n'a pas envie de devenir des cyborgs. Donc l'idée, c'est de bien vivre avec ces émotions. Et donc, bien les comprendre peut-être, c'est voilà. un premier pas. Donc il faut les comprendre, il faut aussi être en état de changer des choses, en état de prendre soin de soi. Et ça, je crois que c'est un point extrêmement important. C'est-à-dire que quelqu'un qui est avec une douleur à 10/10 au fin fond de son lit avec une énorme crise d'eczéma, c'est peut-être pas le bon moment pour commencer à méditer ou aller voir un psychologue. Ou à lui dire qu'il doit se prendre en main. D'abord traiter le symptôme, diminuer un peu la case eczéma. Il faut aussi avoir une estime de soi suffisante. Ah oui, mais alors ça, il faut avoir une bonne estime de soi. C'est pas si facile. Non, et on verra après les outils. Mais il faut être physiquement en état de se prendre en charge sur le plan émotionnel. Il faut être, même si ça paraît bizarre, émotionnellement prêt. Il faut être en état psychologique. Quelqu'un qui est vraiment, qui n'arrive plus à se lever le matin, qui pleure toute la journée, qui a mal tout le temps, il ne peut pas bosser sur lui-même. Il va falloir avoir une première case sur une remise en état, qui peut être psychologique, qui peut être physique, mais qui est primordiale. Le côté vraiment qu'il faut retenir par rapport à ce qui est spécifique à ce côté psychologique, c'est son pouvoir. Je pense que l'être humain a perdu depuis longtemps dans nos pays la connaissance du pouvoir du côté psychologique sur le corps. Et donc là, une petite anecdote qui permet de bien comprendre. Je pense qu'à peu près tout le monde connaît ce que c'est l'effet placebo. L'effet placebo, c'est quand vous donnez à quelqu'un qui a une maladie, une gélule où il n'y a rien dedans, et que la personne croit que c'est un médicament qui va lui faire du bien, on améliore 30% des cas. Et ça, c'est le minimum. C'est-à-dire qu'il y a certaines études où on peut avoir une amélioration qui va jusqu'à 70%. Et donc moi, la bonne définition de cet effet-là, l'effet placebo, c'est l'effet de la psyché sur le corps pour les nuls. Je m'explique, c'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont jamais travaillé sur eux-mêmes, qui ne sont pas des bouddhistes méditants, des gens qui ont fait un gros travail sur eux. Là, on parle de gens tout venant, qui ont juste pris un truc en croyant juste que ça allait leur faire du bien. C'est très très important de réaliser ça. Et l'autre point qui est extrêmement important, c'est qu'il existe un autre effet, qui s'appelle l'effet nocebo, qui est le fait de croire que la situation va nous faire du mal. Et il faut bien réaliser que ça va nous faire du mal de manière réelle, dans la même proportion et dans l'autre sens. Oui, ou de s'auto-convaincre que ça ne se guérira jamais, qu'il n'y a pas d'issue, que personne ne comprend, qu'il n'y a pas de traitement. Tout ça, se répéter ça, c'est un terrain propice qui n'est pas propice justement à aller mieux. On appelle ça du renforcement négatif, c'est-à-dire qu'on se nourrit de choses pour se persuader que de toute façon, ça ira jamais mieux. Et donc ça, c'est vraiment un point extrêmement important pour comprendre cette notion de variateur. Et donc, on n'a pas dit que c'était simple, on va un peu préciser les choses pour savoir ce qu'on peut faire, mais c'est possible, et deux, quand on s'en occupe et qu'on va mettre un peu d'énergie ou beaucoup d'énergie pour essayer de changer ça, c'est-à-dire d'améliorer la façon de voir des choses, la manière de vivre, pas forcément d'ailleurs par rapport à sa maladie, mais dans sa vie en général, on va pouvoir diminuer les symptômes. Et comme Fanny vous l'avez dit, de manière tout à fait juste, on ne parle pas de guérison, mais avoir un eczéma qu'on pourrait noter 1/10 ou 9/10, ce n'est pas la même vie. Et donc, si on arrive à baisser ces variateurs pour que l'eczéma soit au ras des chaussettes, et ben ça change fondamentalement la donne.
Et c'est un long travail de fond. Moi, je lutte souvent pour expliquer, ne cherchez pas le traitement miracle qui va vous guérir. C'est un travail de longue haleine, de travail sur soi, y compris psy, pour arriver à un équilibre. Alors, Angélique continue à dialoguer avec nous. Alors, elle nous demande si l'effet placebo peut être comparable avec le magnétiseur. Donc, on parlera peut-être de ces aides alternatives un peu plus tard dans le live. J'essaierai d'y repenser. Le mari d'Angélique, qui est atteint d'eczéma comme son fils, dit s'être guéri avec un magnétiseur et lui-même ne comprend pas comment d'ailleurs. Donc, toutes ces alternatives, restez connectés avec nous, Angélique, on va les aborder vers la fin du live. Pour l'instant, on est déjà dans le chemin qu'il faut faire pour comprendre le lien entre ces maladies-là et l'aspect psychologique. Qu'est-ce que je voulais dire ? Le corps est un tout. C'est ça qui est important de comprendre, que ce soit dans l'eczéma et dans toutes les pathologies chroniques. De toute façon, c'est un tout. Alors, il y aura un autre live sur combien le mode de vie influence sur nous, mais la psychologie occupe une place importante. Alors, comment vous aidez-vous, Sylvie, vos patients comment vous pouvez les accompagner pour être en état de changer ou en état d'évoluer sur le plan psychologique et comment les aider à retrouver la motivation pour aller vers un meilleur équilibre? En fait, il y a déjà quelque chose qui est important, c'est que c'est vrai qu'on a la chance de travailler à l'hôpital avec des médecins et il y a une vraie alliance thérapeutique. Donc, c'est vrai que cette confiance médecin, psychologue, patient, elle est vraiment importante. Ça, je pense que c'est quelque chose d'essentiel qui n'est pas toujours aussi facile à trouver, mais en tout cas, voilà, c'est important il y a des centres vraiment spécialisés pour l'accompagnement des patients dans cette dynamique-là. Et alors, le psychologue, lui, il est là vraiment pour accueillir. Alors, ce qui est difficile aussi avec des patients qui ont une dermatite atopique, c'est que souvent, ces patients sont parfois en errance thérapeutique et doivent raconter très souvent leur parcours à de multiples professionnels. Donc, c'est vrai que revenir devant un psychologue, raconter son histoire, c'est parfois un peu lourd. Donc, c'est vrai que nous, on est là, on accueille vraiment de façon bienveillante et sans jugement le patient en disant effectivement, il y a peut-être des choses que vous aurez peut-être pas envie d'évoquer tout de suite, mais on est là, on accueillera peut-être plus tard. Et on sait, en tout cas, le psychologue est effectivement encore empreint de représentation. Donc, c'est important de désacraliser aussi cette image-là. En accueillant vraiment les émotions. Donc ça, c'est vraiment un travail des outils thérapeutiques sur lesquels on reviendra tout à l'heure, mais vraiment essayer de comprendre ce qui se passe en soi et surtout aussi voilà, de se dire comment je peux prendre soin de moi et avec cette personne voilà, qui va accueillir mes émotions positives et négatives. Voilà, alors Magali, qui est dermatologue aussi et qui discute avec nous, nous dit oui, le regard et l'empathie du médecin fait du bien aux patients, mais pas que le médecin, c'est-à-dire tout le personnel soignant va complètement contribuer à ce qu'on puisse trouver cet environnement sécurisant dans lequel on va oser revenir sur l'aspect psychologique et les difficultés qu'on peut avoir. Jean-Marc, vous vouliez dire quelque Oui, je chose? crois que c'est vraiment important de comprendre que c'est une démarche déjà qui peut faire peur, hein, de vouloir dire, voilà, je veux une amélioration psychologique. Ça peut faire peur parce que c'est pas forcément bien présenté par les médecins, que tous les psys sont pas forcément bienveillants. Donc il va y avoir Ni formés à ces pathologies. voilà, on a parlé depuis le début d'éducation thérapeutique. Les gens ne savent pas forcément ce que ça veut dire. La bonne définition, c'est l'accompagnement des maladies chroniques, hein, donc un accompagnement adapté. Et donc, on disait qu'il y avait des étapes dans ce processus, hein. Déjà, c'est pour s'occuper de ces émotions, il faut être en état de le faire, hein, et en état physique et en état psychologique. Ça, c'est vraiment important. Deuxièmement, tout seul, c'est possible, mais ce n'est pas la voie la plus facile, hein. Avoir ce qu'on appelle des personnes ressources, c'est fondamental. Et là, c'est sûr que dans les personnes ressources, on va trouver des personnes ressources civiles, ça peut être sa femme, des amis, des copains. Ça peut être des personnes ressources soignantes, hein, ça peut être un ou une psychologue, un dermato, un médecin traitant, une infirmière. Et ces personnes ressources,
évidemment que le contact qu'on a avec elle, ça doit être de l'empathie sincère, ça doit être un vrai accompagnement. Et c'est vrai que ça, nous, on a étudié ça, donc scientifiquement parlant, à Nantes, la moyenne des gens qui ont de l'eczéma, ils ont vu 5 médecins en moyenne et 3 à 4 médecines complémentaires. On reparlera des magnétiseurs. Et donc, ce qui veut bien dire qu'ils n'ont pas trouvé la bonne personne du premier coup. Oui, et ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut les encourager à ne jamais lâcher. Tant que vous n'avez pas trouvé l'équipe d'interlocuteurs qui va vous prendre la main et vous aider à trouver cet interlocuteur, il ne faut pas lâcher. Ces personnes, elles existent. Et moi, j'étais comme vous dans un désert où je ne faisais plus confiance à aucun médecin. Il a suffi d'un et de son équipe. Donc, il ne faut pas lâcher l'affaire. Moi, ça a été 35 ans d'enfer avant de trouver une stabilité. Là, aujourd'hui, si on fait ces lives, c'est précisément pour vous dire que des ressources, il en existe plein. Jean-Marc donne des exemples. Ce dont on parle, c'est notamment pour les parents d'enfants, c'est les écoles de l'atopie. Mais il y a plein d'ateliers d'éducation thérapeutique partout en France. D'ailleurs, sur le site de la Fondation Eczéma, vous retrouvez une liste de tous ces centres en fonction de où vous vous trouvez en France. Mais c'est la première chose à faire, je pense, dans votre démarche, c'est d'aller comprendre votre maladie et trouver les bons interlocuteurs qui vont vous permettre d'être en état de changer et de trouver votre propre équilibre. Alors, il y a quelque chose qui pèse quand même assez lourd sur les patients qui ont de l'eczéma, c'est la culpabilité, le sentiment de culpabilité. Alors, dans mon histoire perso, qui ressemble, je l'espère, à hélas beaucoup d'autres, il y a d'abord la culpabilité des parents quand un enfant naît avec de l'eczéma. Soit un des parents en a, soit il en a eu petit, etc. Donc, il y a déjà un sentiment de culpabilité d'avoir transmis ça. Et puis, tous les phrases maladroites qui peuvent venir dans les consultations, du genre « Avez-vous désiré cet enfant ? Comment s'est passée votre grossesse ?» etc. Et après, quand l'enfant grandit, lui-même, comme c'est une maladie affichante, va être face à ce sentiment de culpabilité où on va lui renvoyer en permanence qu'à cause de son moral, il est aussi un peu responsable de son état. Donc, est-ce que Sylvie, là-dessus, vous pouvez nous parler un petit peu du lien, de la puissance de ce sentiment de culpabilité ? C'est vrai que ce sentiment de culpabilité, il est extrêmement fort et il est présent chez tous les patients que j'ai rencontrés. Alors, il faut vraiment bien, pour moi, différencier le sentiment de culpabilité et la culpabilité. C'est-à-dire que la culpabilité, c'est quelque chose qui est normal. Par exemple, si effectivement on commet une faute sur la route, on grille un stop, là, il y a une vraie culpabilité, on va être sanctionné. C'est factuel. Exactement. Le sentiment de culpabilité que ressentent les patients, c'est un ressenti. Ce n'est pas, ils ne sont pas réellement responsables ou coupables d'avoir fait quelque chose de mal. C'est important vraiment, ils ne sont pas responsables de ce qui se passe sur leur peau, sur la peau de leurs enfants. Donc, c'est vraiment important de les accompagner. Et alors, très souvent, en fait, ce qu'on observe, c'est que dans ce sentiment de culpabilité, très souvent, ce n'est pas systématique, mais souvent, on a effectivement un sentiment de honte qui est difficilement, on va dire, audible par l'entourage. Ça va être des fois des angoisses d'abandon, des angoisses de vide, de perte. Et tout ça, c'est vraiment important d'être accompagné par un médecin ou par des psychologues, par effectivement des personnes ressources ou des patients, d'échanger avec d'autres patients pour réussir à s'entendre dire effectivement, à un moment donné, j'étais dans cette situation, mais j'ai réussi à m'en sortir. La question de l'espoir dont vous parliez tout à l'heure est pour moi fondamentale. Et parfois, comment dire, ces émotions qui sont cachées, elles sont complètement inconscientes, elles sont pas, et elles reposent sur des choses qui sont difficilement palpables. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de professionnels pour nous accompagner sur ces chemins-là, parce que soi-même, on va difficilement aller déterrer ces émotions-là qu'on essaie plutôt de mettre au placard. Et on essaie des fois au placard parce qu'elles ne sont pas très acceptables socialement des fois. On ressent des émotions qui sont difficilement entendables
finalement par d'autres personnes parce que ça éveille en l'autre des sentiments pas toujours très agréables et effectivement c'est important d'aller les chercher même si c'est difficile. Mais je rejoins sur ce que disait tout à l'heure Dr Chavigny, à savoir que effectivement pour aller chercher en soi toutes ces émotions-là, il faut aller bien ou en tout cas être capable d'entendre ça. Je crois que c'est important. Donc il y a des outils, mais effectivement le fait d'être en état, le fait aussi de respecter son rythme, hein, c'est-à-dire travailler sur ses émotions, c'est comme apprendre à faire du vélo, c'est-à-dire qu'on se casse la figure, on fait marche arrière, on arrive moins bien, ce qui ne veut pas dire que c'est pas possible, hein. Et ça aussi, c'est pas forcément quelque chose qui est dans l'air du temps, quoi, d'accepter de ne pas y arriver. Hein, les Japonais, ils appellent ça Kaizen, c'est la théorie des petits pas, hein. Si on n'arrive pas, c'est pas qu'on n'est pas capable, c'est que le pas qu'on a fait était trop grand, hein. Et ça, c'est vraiment extrêmement important de réaliser ça. Alors, il y a aussi un mot, enfin, une petite phrase qui me tient à cœur quand on a vraiment, enfin, quand on a de l'eczéma, c'est que la normalité quand on a de l'eczéma, c'est d'avoir des conséquences psychologiques, hein. Pour moi, avoir un eczéma sévère, modéré, même quelquefois pas sévère, et avoir aucune conséquence psychologique, c'est pas normal. Hein, moi, je connais pas d'être humain qui dort mal, qui se gratte toute la journée, qui a mal et qui a un truc qui se voit aller complètement bien. Alors, ça va être plus ou moins bien géré, mais les conséquences sont quasi constantes, hein. Vraiment, on n'est pas loin du 100%. Deuxièmement, je crois que c'est complètement utopique et pas forcément intéressant de différencier les conséquences émotionnelles de l'eczéma des émotions dues à autre chose qui aggrave l'eczéma. L'idée, c'est qu'on aille mieux. Et donc, ça va être un des éléments à prendre en charge. Donc, je vais peut-être juste citer notre expérience nantaise, hein. Donc, nous, on a mis... moi, j'anime des groupes depuis plus de 20 ans, ça ne me rajeunit pas. Et donc, depuis le début, avec des psychologues ou des psychiatres, hein, on avait fait en 99, on avait commencé avec ce qu'on appelle un psychodrame avec les enfants. Donc, c'était une espèce de pièce de théâtre avec des eczémas extrêmement sévères. Et depuis, on a toujours bossé main dans la main. On a créé ces ateliers de groupe Mieux vivre sa maladie. Après, on a créé des ateliers spécifiques de travail sur l'estime de soi, hein. Et ça, je crois que c'est vraiment un point important, c'est-à-dire que ne pas s'aimer, c'est un frein dans la vie en général. Et pour aller mieux, vraiment de manière très spécifique. Et s'il y a bien un truc qui s'améliore, c'est ça. C'est-à-dire que c'est absolument pas quelque chose de figé. Nous, on a créé un programme sur un an et on a des résultats qui sont assez bluffants. Donc, c'est une vraie réflexion et c'est un vrai travail qui est extrêmement intéressant, l'atelier estime de soi. Et le dernier atelier, enfin non, on en a tiré deux autres, c'est un qui s'appelle Vivre mieux avec ses émotions. Et donc là, c'est ce que décrivait un peu Sylvie tout à l'heure. Et le dernier atelier, c'est Devenir acteur de sa santé. Donc, on en parle demain, je vous invite à revenir, parce qu'on va prendre en charge tous les facteurs inhérents au mode de vie, hein. Et donc, évidemment, on comprend bien que le côté émotionnel est un de ces éléments, mais il y en a 7 autres. J'en profite pour rebondir parce que Mario nous parle de ce qu'on pense de la consommation de produits laitiers. Est-ce que c'est un déclencheur? Est-ce que ça pourrait être un déclencheur? Et la flore intestinale, etc. Donc, Mario, on vous invite à nous rejoindre jeudi parce qu'on fait un live spécial sur l'alimentation qui, évidemment, est aussi quelque chose à prendre en compte en ce qui concerne l'eczéma et la dermatite atopique. Là, aujourd'hui, on est vraiment sur le travail des émotions. Moi, j'ai trouvé aujourd'hui, par rapport à mes réflexions, deux choses qui faisaient un peu écho et qui sont inspirantes pour moi. J'ai trouvé une citation qui dit, voilà, quand quelque chose de difficile vous arrive, vous avez trois choix. Vous pouvez le laisser vous définir, vous pouvez le laisser vous détruire, ou vous pouvez accepter qu'il vous rende plus fort. Et moi, je pense qu'il y a vraiment ce parcours-là dans beaucoup de maladies chroniques et dans l'eczéma notamment, et dans l'estime de soi. Est-ce qu'on va laisser cet eczéma nous définir parce que c'est une maladie affichante, ou est-ce qu'on va décider que ça peut devenir une force? Et il y a autre chose que j'ai trouvé assez inspirant aussi, c'est le processus, je ne sais pas si vous allez bien voir, le processus pour guérir. Le point de départ et le point d'arrivée, c'est pas un long fleuve tranquille, quoi, hein. C'est plein de détours, de contours, d'explorations, de tentatives, d'échecs, de rencontres, de ruptures. Donc,
il faut pas désespérer. Il faut aller trouver les bons interlocuteurs pour nous aider à trouver cet équilibre. Moi, je pense que c'est très puissant ce que vous disiez, Jean-Marc, sur le fait que c'est parfaitement normal quand on souffre d'une telle pathologie, qu'il y ait des conséquences psychologiques. L'inverse serait totalement improbable. Quand on est sans arrêt soumis au regard des autres avec une maladie affichante, c'est vraiment compliqué que ça n'ait aucun impact sur le reste de notre vie. C'est complètement utopique. Donc, c'est en ça qu'on dit qu'il faut aller aider. Enfin, qu'il faut aller se faire aider. Mais il faut être prêt à accepter ce qu'on va nous dire, à être accompagné et à enclencher ce processus de changement pour trouver un équilibre. Alors, je pense que ce qu'on voulait dire d'important aujourd'hui, c'était d'aller trouver cette aide à la fois psychologique, mais aussi médicale, auprès d'interlocuteurs qui comprennent notre problème. Hein. C'est parfois pas, hélas, notre généraliste de ville ou les interlocuteurs qu'on a habituellement qui ont la réponse. Parfois, il faut aller chercher plus loin. Et ces ateliers d'éducation thérapeutique dont vous parlez, il y en a partout en France et ça peut être un premier pas. On rappelle que la liste se trouve sur le site de la Fondation Eczéma. On s'était dit ensemble que c'était important de passer le mot aux patients, que c'est possible d'aller mieux, qu'il ne faut pas rester dans ce cercle négatif et vicieux de se dire il n'y a pas de solution, etc. C'est possible. Et alors, moi, j'ai le plaisir d'en être la preuve. Hein. C'est-à-dire qu'après 35 ans d'enfer, aujourd'hui, je vais bien. Donc, c'est possible. C'est aussi pour ça que moi, je m'engage pour essayer de faire passer ce message d'espoir. Il y a des préalables, c'est-à-dire qu'il faut comprendre sa maladie, comprendre les tenants et aboutissants de sa maladie pour comprendre comment elle fonctionne et pour mieux lutter contre ces symptômes. Et ensuite, il y a plein de ressources. Voilà, vous n'êtes pas seul. Il y a plein de gens pour vous aider. Est-ce que là-dessus, vous pouvez nous dire un mot, Jean-Marc et Sylvie, tous les deux peut-être à tour de rôle, sur l'importance de se projeter, surtout dans ce contexte actuel où on a un peu peur de l'après. C'est quand même très, très particulier ce qu'on est en train de vivre. Il y a plein de curseurs qui vont bouger. Et peut-être, comme c'est live, le thème, c'était eczéma et confinement, comment on va redonner du sens à ce qu'on est en train de vivre et associer notre lutte contre l'eczéma à nos projets futurs, quoi. Oui, alors du coup, pour essayer de tenter de répondre à cette question, c'est vrai que le confinement a amené énormément de bouleversements psychologiques dans notre vie quotidienne. Et c'est vrai qu'il y a eu aussi beaucoup d'injonctions, des injonctions à être productif pendant les premiers moments, et même encore actuellement, hein, autour du confinement. Pourquoi il y a eu ces injonctions? Parce qu'effectivement, la maladie, le virus fait penser, la pandémie en tout cas, fait penser à la mort, à l'angoisse du vide, etc. Donc effectivement, il a fallu combler ce vide. À mon sens, pour les patients qui ont aussi des pathologies comme l'eczéma, ça peut amener encore plus d'inquiétude. Et donc effectivement, ce contexte de confinement a été difficile. Ceci dit, on arrive là sur une date un peu particulière avec des changements qui s'amorcent. Je pense que dans ce confinement, alors il y a eu beaucoup d'interrogations de la part de beaucoup de personnes, mais il y a je pense aussi des gens qui ont trouvé beaucoup de joie à se retrouver en famille, à développer ces réseaux de solidarité et à peut-être aussi envisager des projets, pas forcément ambitieux, mais des projets simples et les concrétiser. Je laisse la parole au docteur Chavigny. Peut-être vous pouvez nous donner des exemples concrets, docteur Chavigny, de ce qui peut se passer dans votre région? Alors oui, déjà, concernant le confinement, parce qu'on est encore confiné, je crois que c'est extrêmement compliqué de généraliser entre les familles qui sont à 5 dans 30 mètres carrés dans un HLM en région parisienne ou ceux qui ont eu le temps et la chance de pouvoir aller dans leur maison de vacances au bord de la mer. On n'a pas du tout le même confinement. On n'aura pas non plus le même déconfinement. Hein, et déjà, je pense que ça ne va pas être brutal parce que ça va être très, très progressif. Donc, le sentiment que j'ai et ce que j'espère, c'est que justement, certaines personnes auront eu le temps de se poser sur le sens. Hein, donc, Sylvie parlait de projets.
quel sens j'ai envie de donner à ma vie, et puis qu'est-ce que je peux améliorer dans mon mode de vie pour aller mieux. Hein, je pense qu'on est un tout et que les émotions, c'est complètement intriqué avec le corps physique, mais c'est aussi intriqué avec le reste de la planète. Et donner un sens à tout ça, c'est quelque chose d'important. Juste pour sur le point du magnétiseur, je voulais juste dire un tout petit mot. Euh, alors moi qui vois des eczémas depuis 25 ans, c'est exceptionnel qu'un seul élément règle le problème. C'est pas impossible. Alors moi, j'ai des gens qui, après une psychothérapie, après avoir vu un magnétiseur, après avoir enlevé le lait, après avoir fait un seul truc, enlevé un animal, n'avaient vraiment plus d'eczéma. C'est inférieur à 1 cas sur 1000. Hein. Dans la plupart des cas, les choses sont un peu mélangées. Et on comprend bien que si vous êtes allergique au chat et que vous dormez avec le chat, le magnétiseur, il a quand même peu de risque de régler intégralement le problème. Et donc, c'est possible, mais c'est rare. Après, on parlait des personnes ressources. Hein, et je pense que toutes les professions de soins peuvent être des personnes ressources. Après, il y a des choses qui sont connues chez nous, d'autres qui sont connues ailleurs, et d'autres qui ne sont pas encore connues. Donc, le magnétiseur, on va être dans l'énergie, on va être dans la physique quantique. Hein, donc, ce qui est assez rigolo, moi je m'intéresse à ça depuis pas mal de temps, mais on est en train de comprendre pas mal de choses. Donc, ce qu'il faut, c'est que bien comprendre qu'en mettant toute son énergie sur un seul point, on a plus de risques de se planter que de trouver des solutions. Et l'idée, c'est de comprendre sa maladie. Le côté émotionnel, c'est une partie qui est importante, mais pas que pour l'eczéma, c'est important pour l'être humain, c'est important pour la famille, c'est important pour la population et pour la planète. On peut aller jusqu'au bout. Donc c'est un vrai point central qu'il ne faut pas négliger et qui peut être travaillé et qui peut être amélioré. Je pense qu'il faut, c'est difficile ce il faut, parce que c'est des injonctions, mais je dirais, profitons de ce temps, de ce gros stop là qui nous est offert, entre guillemets, ben pour redonner du sens à ce qu'on fait, se réinscrire en soi, repartir à son écoute, parce que pour beaucoup de patients, moi je sais que quand j'étais au plus grave de ma crise, j'étais dans le déni, hein, donc j'ignorais tout ce qui se passait, je me concentrais sur autre chose. Ben là, on a comme l'obligation de se concentrer sur ce qui se passe en nous. Et c'est le moment d'aller s'interroger là-dessus et trouver des ressources. Les alternatives dont tu parles, parce qu'elles ont été évoquées dans les commentaires, moi, je dirais que tout ce qui vous fait du bien, entre guillemets, est une piste à explorer et il y a un vrai équilibre à trouver entre les risques et les bénéfices. Et c'est un long chemin de trouver tout cet équilibre, mais c'est pas impossible. Voilà, je crois que c'est vraiment le message d'aujourd'hui. Et Angélique, elle nous remercie parce qu'elle dit que c'est une maladie qui est tellement banalisée, qui est souvent résumée à sa gratouille, mais qui pourtant est tellement handicapante au quotidien. Ça prend une énorme place et c'est normal. Et je pense que vraiment le message du jour, c'était ça, c'était ne restez pas seul dans votre coin. Les bons interlocuteurs existent, il faut les chercher. Il y a plein de ressources dans la médecine, mais aussi dans les alternatives. Il faut être bien informé et il faut avoir face à soi des gens qui connaissent ces pathologies pour être bien guidé, voilà, pour pas éviter les impasses. Voilà, Angélique, elle réagit aussi par rapport au magnétisme en disant peut-être que ça peut jouer sur ce fameux effet placebo. On ne sait pas, c'est difficile à mesurer, mais toutes les alternatives sont bienvenues si elles contribuent à être mieux, quoi, à se sentir mieux. Donc peut-être profiter de ce confinement pour redonner du sens à sa vie. Qu'est-ce qui est pesant, qu'est-ce qui pèse peut-être sur notre morale en permanence et sur lequel on peut peut-être travailler. Là, on le répète, hein, Sylvie, vous le disiez au début, il y a des psychologues qui consultent, il y a des dermatos qui consultent, donc c'est le moment de prendre... Il y a cette fameuse phrase qui est répétée partout, prenez soin de vous, mais ce n'est pas juste une formule, je pense que là, c'est le moment ou jamais de prendre soin de soi. On rappelle qu'il y a la liste des ateliers d'éducation thérapeutique sur le site de la Fondation Eczéma. On mettra à la suite de ces lives aussi un document à disposition avec différentes ressources pour vous aider à parler. Angélique, pour votre petit garçon, moi j'ai envie de vous recommander la lecture du livre du docteur Chavigny, Arrête de te gratter,
parce que ça, si c'est pas une phrase qu'on répète 300 fois par jour à son enfant, et ben voilà, c'est quelque chose de très parlant. Moi, je l'ai lu et c'est vrai qu'on se reconnaît beaucoup. Il peut y avoir déjà, ça peut vous aider à mieux comprendre la pathologie de votre fils. Désespérez pas, Angélique, vous trouverez les bons interlocuteurs. Et puis, on peut aussi dire que ça, c'est valable pour tout le monde, hein, pas que pour les gens qui ont de l'eczéma. Ce confinement est l'occasion de se pencher sur des choses qu'on n'aurait jamais fait avant, se poser des questions, trouver des alternatives. Moi, par exemple, je fais du crochet. Si on m'avait dit il y a quelque temps que je ferais du crochet, je ne l'aurais jamais cru. Donc, vous voyez, je me fabrique une belle écharpe en crochet. Je ne l'aurais jamais cru avant. Donc, c'est le moment de trouver des choses pour se faire du bien et aller trouver les bons interlocuteurs pour vous aider. Sophie, je vous repasse la parole peut-être pour conclure ces merci. échanges. Alors, merci vraiment, Fanny, de vous livrer si facilement en parlant de votre vécu. Je pense que c'est très important pour les patients que vous ayez ces moments de partage avec les autres patients. Et puis, merci également à Jean-Marc Chavigny et Sylvie Coué. Donc, on l'aura compris, hein, c'est difficile de vivre avec l'eczéma, mais il y a des solutions. Merci de nous les avoir présentées. On va clore ce live et on se donne rendez-vous pour demain soir et jeudi soir. Donc, demain soir, ça sera avec à nouveau Jean-Marc Chavigny et le docteur Isabelle Galera, également dermatologue. Nous parlerons des modes de vie et de l'eczéma. Et puis, jeudi, nous ferons une spéciale alimentation, système digestif et eczéma avec le docteur Magali Borel-Boutas, que je remercie parce qu'elle est intervenue sur les commentaires. Merci Magali, à très bientôt, à jeudi. Donc, merci à tous les trois. À bientôt, bonne soirée. Au revoir. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir.